Alors, nous poursuivons avec cette réflexion autour des protocoles de renoncement, en essayant de répondre à la question qui est ici placée, comment les organisations négocient l'éruption de l'anthropocène. J'ai essayé un petit peu de partir de ces deux intuitions importantes, enfin de ces deux outils de gestion que j'ai proposés dans la vidéo précédente. La matrice de McKinsey, qui est donc cette matrice qui permet de bien segmenter comment les entreprises pensent leur stratégie, leur organisation aujourd'hui, et comment ici les organisations publiques, cette fois-ci, euh, voient les champs d'investissement de ce qu'il faut faire comme projet, etc. Donc dans le domaine des politiques publiques. Euh, donc aujourd'hui, la question écologique, elle est domestiquée par ces organisations de manière hétérogène. On va déjà commencer par les organisations et les entreprises privées. Euh, Ici, on a une matrice McKinsey qu'on a un petit peu écologisée, euh, en essayant de coller un petit peu le plus possible avec les intuitions qui sont celles du paradigme du développement durable, de la compensation écologique ou de la RSE. On a toujours les deux axes, position concurrentielle, attrait et croissance du marché. Et effectivement, ce qui se passe dans les entreprises le plus souvent, c'est que la problématique écologique, elle va venir, elle va entrer dans le milieu des affaires par cette porte qui se situe ici et qui est finalement la porte la plus facile. Parce que justement, elle ne pose pas au centre de la table, au centre de la table des négociations politiques, des discussions de fond, la question de l'arbitrage massif est important vis-à-vis de l'anthropocène. Et donc, effectivement, les pratiques de RSE et de développement durable vont essentiellement se concentrer sur ces champs-là, c'est-à-dire des champs où finalement la stratégie de la économique et financière de l'entreprise ne va pas forcément être bousculée de fond sur le fond, quoi. Et donc, effectivement, on va bien sûr renoncer à des segments qui sont peu porteurs d'un point de vue financier, mais aussi pour des raisons écologiques. Finalement, c'est le plus facile à renoncer. Puis, on va peut-être effectivement désinvestir sur certaines actions, sur certaines positions où il y a des positions concurrentielles moyennes et un attrait de croissance du marché faible. Là aussi, c'est des choses relativement faciles à faire. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le verdissement. Donc, l'irruption de l'anthropocène est finalement négociée par ces organisations de manière à ce que les fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire là où il y a un attrait de grande échelle du marché, une supply chain qui va pour moi permettre de délivrer des produits un peu partout dans la planète, sur la planète, qui plus est avec des positions concurrentielles importantes et fortes, ce qui leur permet d'être profitables et d'avoir des taux de rentabilité importants, bah, tout ça, ça va être un peu les domaines réservés des organisations aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, grosso modo, bon, on va pouvoir compenser les effets externes que l'on a, mais concrètement, on va pas renoncer à ces domaines-là parce que c'est ce qui permet véritablement de faire vivre l'entreprise, en tout cas de la faire persister dans son existence. Donc le verdissement ou tout ce qui a trait aux politiques de développement durable, de RSE dans les entreprises, le plus souvent vont se retrouver à plus ou moins large intensité dans cette tâche verte qui est un peu la tâche de l'écologisation dans un cadre de durabilité faible, comme on l'a mis ici dans la présentation. Donc ici, il existe des domaines réservés, les compensations entre effets externes et la substitution entre types de capital, capital social, capital financier, capital naturel, sont possibles. Dans une matrice de durabilité forte, pardon, dans le cadre d'une organisation publique, ça va être la même chose, c'est-à-dire que les grands domaines d'action où il y a une forte demande sociale et une intensité productive et extractive importante, il va y avoir des domaines réservés et les renoncements vont se faire essentiellement là où il y a peu de demande sociale et finalement peu d'impératifs sur la question de l'attractivité.
La seule chose ici que j'ai faite, c'est de changer ou de traduire le paradigme de l'attractivité ici par un autre paradigme qui est lié quand même à cette question-là, qui est l'intensité productive ou productiviste, ou l'intensité extractive, l'impact écologique des projets. Et donc, effectivement, bah, cela fait que dans la plus grande partie des organisations publiques aujourd'hui, il va être relativement difficile pour les acteurs de renoncer à une grande scène culturelle, à un grand musée, comme ça a été pendant plusieurs années le cadre des projets, hein, des grands projets d'investissement municipaux, etc. Il va y avoir une grande difficulté à renoncer aux grands projets d'image et de notoriété, même si la demande sociale n'est pas forcément aussi élevée que pour d'autres grands investissements. Bah, la question de l'attractivité est très très forte à ce niveau-là, etc., etc. Donc on va ici dans les sous-titres, j'ai placé les types d'exemples de projets municipaux en termes d'organisation publique qui qualifient chacun des segments. L'écologisation se fait de manière très faible, ou en tout cas de manière à préserver ce qu'on a ici appelé les domaines réservés, c'est-à-dire ce qui n'est pas questionnable d'un point de vue de la transition écologique. Et c'est pour cela que quand on distingue, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails, la transition écologique, en tout cas la redirection écologique de la transition écologique, bah, tout simplement, on comprend bien que la redirection écologique hein, expose que le problème écologique est avant tout un problème de finalité, de conditions d'existence, de subsistance et d'habitabilité minimale du monde, que c'est un horizon d'arbitrage qui est nécessaire, que la conciliation entre économie ou développement et écologie passe d'abord par un alignement des organisations, des institutions, des sociétés, des économies et des projets vis-à-vis des limites planétaires, et qu'ensuite on peut réfléchir à ce qui est compatible ou pas, mais pas l'inverse, ou en tout cas, et même pas en termes d'équivalence. Et la redirection est une opération stratégique, technique et une transformation paradigmatique. La redirection est techniquement impossible sans un arbitrage quantitatif, donc sans un renoncement. Et la redirection écologique prend acte d'un changement d'air climatique qui génère des transformations radicales de l'habitabilité du monde, etc., etc. Donc, si on prend au sérieux tous ces aspects-là, bah, on est obligé de penser différemment l'irruption de l'anthropocène dans les organisations publiques et privées. Commençant par les organisations privées, ici, bah, la tâche orange va représenter le processus d'écologisation des pratiques stratégiques, mais cette fois-ci dans un paradigme de ce que certains appellent durabilité forte, ce que nous appelons de redirection écologique, et qui est imposé par l'avènement de l'anthropocène. Et la transition se fait d'abord sur les segments fondamentalement incompatibles avec les limites planétaires. Donc cette fois-ci, l'irruption de l'anthropocène vient de l'autre côté de la matrice, et donc ce rattrapage de la cosmologie moderne, projective, vis-à-vis du projet, de l'investissement, de l'innovation, de l'ouverture, etc., va être donc rattrapé, comme je disais, par le monde, par la nature, par ce qui est ici présenté de manière assez schématique, mais qui permet de voir les choses. Et bien évidemment, cela va s'attaquer à tous les segments, mais surtout va s'attaquer aux segments qui sont générateurs d'économies de grande échelle. Donc des situations où les positions concurrentielles sont fortes, où il y a une génération de, de tout simplement d'économies d'échelle importante, génération de plus-value très très importante, inéquité en termes de position sur les marchés, etc. Mais aussi sur la question de l'attrait de la croissance du marché, avec toute la question de comment on met sur marché les choses d'une entreprise ou d'une organisation. Et bien évidemment, l'anthropocène, ce qu'il questionne, c'est essentiellement ça. C'est la grande échelle, c'est tout ce qui est dans ces segments-là. Et c'est ça qu'on appelle, nous, justement, les segments de la déstauration,
qu'il faut rediriger, etc. Et dans ce cadre-là, on voit bien dans un cadre de durabilité forte avec un renoncement stratégique important, il n'y a plus de domaine réservé. Donc c'est important parce que ce domaine réservé questionne aussi la problématique démocratique, politique. Les compensations entre effets externes et substitutions entre types de capital sont impossibles parce qu'on prend au sérieux le diagnostic écologique et on prend au sérieux aussi la logique, la mise en évidence de cette incompatibilité par les sciences de l'écologie, les sciences de la vie, la géologie. Les effets rebonds rendent la croissance du marché trop coûteuse écologiquement, et donc on se retrouve non pas avec une petite fenêtre de renoncement ou de limite, ou deux à la limite avec celui-là, avec la limitation, la fenêtre de la limitation dans la cosmologie euh, industrielle et projective moderne, mais on va se retrouver avec, bien évidemment, euh, pratiquement les trois quarts des segments qui doivent être l'objet d'une redirection écologique. On va retrouver à peu près la même chose avec la question des organisations publiques. La seule chose qui va les différencier, c'est que tout simplement, là, les opérations de redirection vont être différentes. Mais là, encore une fois, ce qu'on a appelé des domaines réservés du maire, du président de région, dans cette matrice-là, hein, ces grands investissements, ces grands projets de notoriété d'image, ces grandes politiques d'attractivité, etc., qui sont en fait presque le monopole de certaines décisions publiques. Et il me semble justement que là, on voit apparaître une vraie ligne de démarcation, une clarification entre ce qu'on pourrait appeler une écologie politique capable de penser d'abord le renoncement à l'arbitrage vis-à-vis des limites planétaires, d'une écologie que certains appellent une écologie des petits pas, qui a d'autres forces, notamment sur la question de l'adhésion des publics et autres, mais qui va retomber quand même sur ces paradigmes-là de d'abord une écologisation des pratiques les moins nocives, on va dire, vis-à-vis du business, du monde des affaires, quoi. Alors, maintenant que nous avons précisé tout cela, je vous propose que l'on puisse vraiment proposer donc une réflexion sur ce qu'on entend par protocole de renoncement. Vous l'avez bien compris, ma proposition n'est pas de proposer un nouvel outil de gestion, mais plutôt de penser euh, des formes de réflexion et d'anthropologie du projet et des formes cosmologiques sur ce qui est possible d'ouvrir, de ce qui est possible de fermer. Et bien évidemment, donc, les protocoles de renoncement aujourd'hui sont en train d'émerger de manière frontale parce qu'effectivement, cette question, elle est liée à un contexte très précis. D'abord, une difficulté à passer d'un paradigme de l'innovation intensive, de la croissance, du développement, du projet vers un paradigme de l'arbitrage, du renoncement, de l'atterrissage, comme le dit Bruno Latour, de la sobriété. Une difficulté à renoncer, ou du moins faire atterrir ce qu'on a, nous, appelé les domaines réservés des organisations privées ou des institutions publiques. Des acteurs organisationnels sans horizon stratégique ni outils d'atterrissage écologique, ça c'est un diagnostic très important quand même, parce que mine de rien, une fois que vous avez une cosmologie qui est en action, cette cosmologie, elle va dessiner des outils de pilotage, des univers sémantiques, des indicateurs, des manières de mesurer le monde, ce qui est important, ce qui est moins important. Donc c'est des outils de description, de qualification, de nommation du monde, de segmentation du monde. Et bien évidemment, si on veut changer de paradigme, il faut changer tout cela. Il faut changer toute la technicité cosmologique qui induit en fait une projection euh, qui aujourd'hui est bien évidemment questionnée. Euh, donc il faut des compétences techniques, administratives qui font défaut pour enclencher des trajectoires. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les enquêtes que je fais. Les acteurs n'ont pas les outils techniques et administratifs pour générer des bifurcations en termes de trajectoire écologique.
et aussi une problématique de métier, c'est-à-dire que les métiers sont aussi héritiers de cette cosmologie qu'on a essayé de décrire au départ, une cosmologie projective, développementiste, etc. Donc cette méthode que j'essaye de préciser, c'est d'abord d'enquête, une méthode d'enquête anthropologique sur la manière de projeter le monde et sur les impasses stratégiques que les organisations signalent dans laquelle elles se trouvent face à l'urgence climatique et la catastrophe écologique. Donc, bien évidemment, c'est un projet qui est très convergent avec le projet qui est porté par Bruno Latour sur la question par exemple, du questionnaire qu'il a proposé, mais en essayant ici de pluraliser un petit peu les formes de renoncement que différents collectifs peuvent avoir selon les cas, selon les situations, selon leur origine géographique, territoriale, etc. Donc, je propose une définition d'un protocole de renoncement qui est la suivante. Un protocole de renoncement est une stratégie conduite par une organisation publique ou privée dans le but d'aligner ses activités sur les limites planétaires et la disponibilité locale et viable des ressources matérielles. Pour ce faire, elle décide de renoncer à certaines activités productives, technologiques, de consommation, d'investissement, de projets incompatibles avec la situation climatique et écologique, tout en sécurisant, et ça c'est important, les trajectoires des collectifs dépendants de ces activités. Donc c'est un protocole au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de décider de ce que l'on fait en termes d'ouverture ou de fermeture, mais c'est aussi tout ce que l'on va dériver comme activité de sécurisation, de prise en compte d'un certain nombre de contraintes, dont les contraintes d'attachement, de dépendance, qui sont extrêmement importantes, là aussi très proche de ce que Bruno Latour a proposé dans son questionnaire. Et il n'existe bien évidemment pas un protocole de renoncement déclinable comme un outil de gestion classique, mais chaque situation exige un protocole précis adapté aux contraintes spécifiques dans laquelle vont se retrouver tous les acteurs qui vont être emmêlés dans les entités justement qui ont proliféré avec le capitalisme sans aucune densité ontologique. C'est bien ça la question. Et donc les contraintes peuvent être de deux types. D'abord des contraintes exogènes, écologiques, climatiques, mais aussi techniques et en termes de compétences disponibles, qui s'imposent et ne peuvent être négociables. Et bien évidemment des contraintes domestiques. Alors je reviens sur cette question qui ne peuvent pas être négociables parce qu'effectivement, à la différence d'une écologisation des pratiques où la responsabilité des décisions incombe à l'entreprise, bien évidemment, c'est pour ça que la RSE est problématique, parce que la RSE, elle, elle fait porter, elle fait porter la responsabilité sur des acteurs qui sont dans une négociation vis-à-vis du monde, qui sont dans une négociation constante vis-à-vis des limites planétaires. Les entreprises sont des acteurs, je pense que c'est quelque chose qui peut les définir, sont des entités qui négocient, qui ont la capacité, ou en tout cas l'univers projectif, qui leur permet de penser qu'elles peuvent négocier la matérialité du monde, ou la disponibilité du monde, la mise à disposition du monde, etc., etc. Et ensuite, des contraintes domestiques qui visent à encadrer le protocole de renoncement par des règles collectives revendiquées et négociées. Là, c'est important, ces trois concepts, règles collectives, revendiquées, parce qu'elles ne sont pas juste négociées, mais elles sont là aussi revendiquées, c'est-à-dire que dans un protocole de renoncement, il y a des acteurs collectifs ou individuels qui peuvent être impliqués, engagés et faire bifurquer le statut d'un protocole de renoncement par le biais de contestations politiques, juridiques, d'occupation, etc., etc. Et bien évidemment négocier au final comme des communs. Donc négocier en commun, mais du coup le protocole de renoncement est un commun selon la proposition que je fais. Et donc ces règles, elles peuvent être démocratiques, elles peuvent être en termes de projection temporelle, d'horizon temporel, de sécurisation des trajectoires individuelles, en termes de justice sociale, c'est là où les choses doivent se négocier, et de réaffectation. Donc il y a bien évidemment, il n'y a pas des protocoles de renoncement bons ou mauvais, il y a plein de protocoles de renoncement, il y a des protocoles de renoncement avec des règles
d'arbitrage ou des règles de contraintes domestiques qui peuvent être plus ou moins démocratiques, etc. Et donc c'est toute la question qu'il faut ouvrir. Quels sont les protocoles de renoncement qu'il faut négocier, dans quel cadre, et lesquels peuvent être euh, euh, adaptés aux différentes consignes démocratiques, communes, etc. qu'on peut se fixer. Euh, donc, pour finir, je voudrais un petit peu préciser un peu comment par exemple, un certain nombre de projets sont en train de se dessiner aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on est en train de suivre de très près. C'est un mode opératoire d'un protocole de renoncement que nous sommes en train de réaliser sous forme d'enquête, d'expérimentation et de mise en action également, hein, dans le cadre du projet Closing Words. Et donc d'abord, c'est la question du prédiagnostic pour savoir comment, pour essayer d'identifier les incompatibilités écologiques des organisations. Ensuite, l'organisation avec laquelle on travaille choisit un ou plusieurs dossiers, ces fameux dossiers qu'on a évoqués dans la première présentation, sur lesquels elle veut expérimenter un protocole de renoncement, sortie du diesel, sortie du glyphosate, renoncement à des piscines privées, renoncement à un grand projet d'urbanisme ou d'aménagement, renoncement à un projet de robotisation dans une entreprise, renoncement à une liaison aérienne, renoncement au déploiement d'une technologie superflue et incompatible avec les diagnostics climatiques et écologiques, etc., etc. Privé, public, peu importe. Ensuite, il y a une troisième étape qui est la première phase d'enquête permettant d'identifier les attachements et les dépendances économiques, institutionnelles, liens d'appartenance, d'attachement symbolique, dépendance écosystémique autour de l'entité choisie, parce que le diesel est, est société, est une micro-société. La liaison aérienne produit des attachements et fabrique des relations de dépendance dont il faut tenir compte si on veut détricoter, désassembler le capitalisme. Les produits phytosanitaires sont dans la même situation, hein. Cette première, le glyphosate, c'est vraiment un exemple phare là-dessus, où justement tous les peuples qui sont attachés au glyphosate, qui dépendent, qui sont en fait canalisés par cet objet technique, bah, vont justement devoir détricoter toutes les relations qu'il y a, qui sont liées à à leur existence, quoi. Cette première phase est ensuite concomitante d'un atelier métrologique permettant de définir les indicateurs permettant de bien qualifier et mesurer les attachements en présence, indicateurs financiers, indicateurs écologiques, mais aussi les indicateurs domestiques, anthropologiques que les gens vont proposer afin de définir ces attachements que l'on peut avoir vis-à-vis du monde. Ensuite, est dessinée ensemble une cosmographie des attachements qui est proposée notamment par des designers qu'on appelle nous des designers cosmographiques, pas que des designers graphiques, mais justement qui vont décrire à travers leur design cette cosmographie des attachements très compliqués à gérer. Et cet outil permet de bien représenter les relations de dépendance des différents acteurs impliqués dans le protocole. Une synthèse des contraintes et produits de recensant l'ensemble des contraintes et freins techniques, juridiques, administratifs, financiers, écologiques au protocole. Ensuite, une comptabilité de la redirection écologique est créée afin de définir un outil de pilotage et de suivi du protocole. Cette comptabilité incorporera les indicateurs d'attachement et de dépendance des entités humaines mais aussi non humaines, espèces, milieux, géographie, impact géologique, impact en termes de biodiversité, cycle, disponibilité des ressources. Donc là, la question n'est pas forcément juste de faire de la comptabilité pour faire de la comptabilité, mais comme le monde des organisations hérite d'un monde d'indicateurs, de métriques, etc., et que cette métrique, elle permet aussi de faire exister un certain nombre de choses, ben, il est important de tordre cet outil, là on est vraiment dans la redirection écologique, pour faire apparaître d'autres relations au vivant et d'autres relations, bien évidemment, à la situation écologique. Ensuite, bien évidemment, est définie une stratégie de sécurisation des trajectoires afin de designer les mécanismes assurantiels et d'accompagnement pour les personnes ou les collectifs impactés par le protocole.
là aussi, on a abouti à quelque chose de très proche de ce que fait Bruno Latour dans son protocole. Et une stratégie de déploiement technique ensuite, et ça c'est un point important parce que il ne suffit pas d'édicter ce à quoi on est attaché ou ce à quoi on n'est pas attaché, mais aussi il faut vraiment penser le déploiement contre-technique ou de démantèlement technique de tous ces projets, entités, objets qui posent des problèmes centraux en termes de redirection écologique et de renoncement. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Donc, on pourra débattre de tout cela le vendredi 12 juin à partir de 14 heures sur Zoom. Merci.